je me présente, je m'appelle Arthur Chenevier, j'ai 26 ans. Suite à un parcours scolaire un peu hétéroclite où j'ai pu faire un bac général pour ensuite enchaîner sur un bac professionnel en conception mécanique électronique qui m'a amené un BTS que j'ai terminé mais qui, faute d'épanouissement, je me suis fait une année de césure où j'ai travaillé dans la sécurité industrielle pendant un an en prenant des cours du soir pour me préparer pour des écoles de design, et l'école de design fut Strat finalement. À Strat, j'ai atterri dans la majeure interaction, car selon moi, par pur point de vue personnel, je juge que c'est celle qui permet, qui est peut-être la plus curieuse, qui moi qui aime poser 1000 questions, me permet de tout y répondre, d'aller à fond dans un sujet, d'enquêter, d'aller voir les gens. Donc j'ai pu y faire tout un tas de projets tout aussi intéressants les uns que les autres. Durant ce cursus, j'ai fait un stage de 6 mois chez Che Gusto, qui sont des concepteurs de bars, non pas côté client esthétique, mais le côté technique pour barista. J'ai pu découvrir un nouveau domaine, je voulais m'ouvrir sur de nouvelles perspectives, apprendre le milieu de la boisson et aussi un peu du luxe. Et donc j'ai touché énormément au design produit, j'ai conçu pas mal de choses pour eux et avec eux. Ensuite, dans la seconde moitié de cette année-là, j'ai fait un Erasmus à Rome, à l'Istituto Europeo di Design, où j'ai pu toucher, là aussi pour aiguiser un peu ma curiosité, toucher un autre domaine du design, le design espace et l'interior design. Voilà pour mon parcours. Ce qui m'a amené au projet d'aujourd'hui, au sujet d'aujourd'hui. Je me suis toujours intéressé au corps humain, que ce soit dans sa dimension spirituelle, conceptuelle ou plus terre-à-terre, technique, biologique, mais qui plus est la place du corps dans l'environnement social. Et particulièrement, j'avais remarqué, là aussi par pur point de vue personnel, que certaines personnes sont relativement à l'aise, ont l'air relativement à l'aise dans leur corps, quand d'autres vont passer leur vie, leur temps à se cacher ou se mettre sous des couches de vêtements ou jamais trop se dévoiler ou ne pas participer aux activités qui exposent trop. Et j'ai voulu enquêter sur ce sujet et savoir ce qu'il y avait sous le vêtement, enfin que cache ce corps, pourquoi certains sont à l'aise et d'autres non, et pour ça j'ai interrogé la nudité. Et je me suis posé la question suivante qui a lancé mon mémoire. La nudité est-elle synonyme de vulnérabilité ? Durant ce mémoire où j'ai exploré donc l'histoire de la nudité chez l'homme, l'apparition du vêtement, les discriminations vis-à-vis du corps, notre apparence au naturel, tout comme notre apparence une fois habillée et maniérée, j'ai pu en découler 4 grands constats. Les premiers, c'est que nous avons des mécanismes de discrimination qui sont innés et naturels. C'est le principe du mouton noir dans un troupeau de moutons blancs. Heureusement, cet inné est malléable, on peut le dompter à l'aide de la culture, et qui plus est, nous vivons dans une société qui tend à être de plus en plus ouverte et tolérante, et qui tend à apaiser ces tensions, ces discriminations vis-à-vis de l'apparence d'autrui, vis-à-vis du corps d'autrui, de la morphologie d'autrui. Par conséquent, il se trouve que le combat contre les stigmatisations et les discriminations se trouve être d'ordre culturel et éducatif. Et les problématiques dégagées également dans ce mémoire, c'est qu'il y a une sorte de triptyque, il y a un paradoxe, il y a des injonctions paradoxales entre 3 grandes entités dans notre société. Il y a d'abord les lois qui nous offrent une certaine liberté avec notre corps et qui l'encadrent. Il y a également les médias qui véhiculent de grandes idées, qui prennent différents partis, et également le peuple qui lui aussi expose son opinion face à ces lois et ces médias. Donc nous, dans notre société, on se retrouve au milieu de tout ça, avec des avis bien divergents. Également, par rapport à ces injonctions paradoxales, les personnes les plus exposées sont les jeunes, enfin, non pas les enfants, non pas les jeunes adultes, mais bien les adolescents. C'est la période où on est en construction de notre identité, c'est la période où on est la plus exposée, la plus fragile. Et ce qui m'a amené à me poser la question suivante: comment, en tant que designer, puis-je aider les adolescents à mieux s'approprier leur corps changeant ? D'abord, le corps à l'adolescence, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps difforme, c'est plus un corps d'enfant, c'est pas encore un corps d'adulte. La croissance de notre corps se fait de manière... tout ne se fait pas en même temps, donc on a des membres qui s'allongent, notre corps ne ressemble plus vraiment au corps humain tel qu'on l'a dans les manuels scolaires ou tel qu'on l'imagine. Donc il y a déjà là un premier écart. C'est également un corps incompris, du fait qu'on est dans cette construction identitaire, mais également dans cette construction physique, notre puberté qui fait apparaître nos poils et bien d'autres choses.
on n'est pas encore sûr le territoire sur lequel on navigue est incertain. Et c'est également un corps jugé, soumis à énormément de pression sociale, constamment pointé du doigt, ou alors on pointe du doigt quelqu'un. Et il y a aussi ce jeu de miroir, où ce qu'on est réellement, nous, on va avoir tendance, face au miroir, la vision qu'on a de nous dans un miroir ne correspond pas à la vision que les gens ont de nous, qui nous trouvent beaux ou laids, peu importe. Il y a cette sorte de paradoxe de la vision, de notre perception de nous-mêmes vis-à-vis des autres. Et quittant le corps, mais pour nous intéressant à la notion de l'adolescent, les grandes influences de l'adolescent, il y en a plusieurs, mais les plus grandes influences qui m'ont intéressé, j'avais choisi au début donc, la famille proche, le foyer, la maison, mais il y a également l'école qui m'a intéressé parce qu'elle est universelle, c'est un pied d'égalité. On peut y inclure un maximum d'adolescents. Et l'école et l'adolescence, qu'est-ce que ça donne? Enfin, du coup, c'est la primaire, le collège, le lycée. La primaire, c'est énormément d'enfants et une minorité qui débutent leur puberté de façon très précoce. Le collège, évidemment, pour la majorité, on est dans une bonne moyenne, tout le monde est en train de vivre sa puberté. Le lycée, ça va être l'inverse, où là, la puberté commence à finir et beaucoup de gens commencent à devenir adultes, entre guillemets, jeunes adultes. Par conséquent, j'ai décidé de m'attaquer au territoire celui qui fourmille le plus de questionnements, qui est le collège. Donc, pour ça, je suis allé enquêter auprès d'amis adolescents, collégiens, et pour constater que par rapport à toutes les statistiques que j'ai pu étudier, toutes les documentations scientifiques, psychologiques, sociologiques, que les constats se rejoignent. Ils ont cette solitude face à cette puberté qui peut être incomprise, mal vécue, parfois bien vécue, mais ils ne la maîtrisent pas pour autant. Également, ils ont pu me confirmer que l'école, du moins les écoles que eux avaient faites, ne les sensibilisaient peu ou pas à cette question d'ordre corporel et sexuel et concernant la puberté. Et également qu'on a que la confiance est hétérogène entre les individus. Il y en a qui vont être très confiants en eux, qui ne se posent pas beaucoup de questions sur leur corps, quand d'autres au contraire, et d'ailleurs peu importe leur format, leur gabarit, et quand d'autres au contraire vont être très inquiets, très se sentir sous pression constamment, vont vouloir se cacher, ou l'inverse, en faire trop. Et j'ai pu me rendre compte que par rapport à tous ces enjeux, que ces enjeux restaient communs à l'adolescence que moi j'ai vécu. Donc j'ai décidé, suite à ça, de m'intéresser à un autre échantillon de personnes, mais cette fois-ci des jeunes adultes, pour avoir un point de vue avec discernement et recul sur leur vécu, pour avoir des mots un vocabulaire mieux défini sur tout ce qui peut se passer sur cette période-là. Et donc ça m'a confirmé, et là aussi ça met en lumière des statistiques, etc., que j'ai pu voir dans ma documentation en à côté, qu'il y a une incompréhension du corps, comme j'ai dit, que ce soit avec nous-mêmes, mais même du corps enseignant ou des gens qui gravitent autour de nous. Et également, on m'a énormément ressorti, et c'est ce qui va m'intéresser pour la suite, que dans le domaine sportif, il y avait une certaine discrimination, à commencer par la plus connue, celle entre les femmes et les hommes. Enfin, d'office, il y a des barèmes différents. Mais ensuite, c'est une question de morphologie, c'est que les barèmes sont des normes, sauf que tous nos corps sont hors normes. Donc peu d'entre nous ont la carrure athlétique pour correspondre du premier coup au barème sans faire beaucoup d'efforts. Et également, oui, j'ai reconfirmé qu'il y avait des pressions sociales très très fortes autour du corps. Donc le collège, qu'est-ce que c'est? C'est, comme j'ai pu le dire à l'instant, une sensibilisation et une éducation vis-à-vis du corps qui est faible, une école normée face à des corps qui sont extraordinaires, hors normes, prenez les mots qui vous conviennent, et un sport scolaire qui est vécu comme discriminant. Et je précise par rapport aux échantillons interrogés, que ce soit des gens qui aiment le sport ou des gens au contraire qui sont allergiques, ou peu importe leur situation, tous ont vécu une certaine pression dans le sport vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis du fait de s'exposer. Voilà, donc par conséquent, ma cible et mon contexte sont donc les collégiens de 10 à 15 ans à peu près, si on prend large. Et du coup, le sport au collège. Et le sport au collège, qu'est-ce que c'est? C'est l'EPS, l'éducation physique et sportive, qui à la base
véhicule des valeurs du coup d'ouverture culturelle sur le sport, donc d'initiation à un maximum de sport possible, pour également une incitation vis-à-vis de la santé, à une meilleure hygiène de vie, à savoir se mettre en mouvement, savoir se mettre dans l'action, puis voilà, pardon. Et avec comme objectif, sous couvert de performance et de compétition, enfin les cours se déroulent relativement sous ces règles-là, avec pour objectif surtout une progression physique, enfin que ce soit relié à l'hygiène de vie ou juste la musculature, voilà, une progression, avoir un meilleur physique, un meilleur corps. Le problème, c'est que l'EPS, sous ces valeurs qui sont très bien, enfin qui nous paraissent tout à fait normales et recommandables, atteint certaines limites, là où l'éducation nationale, également dans la documentation que j'ai pu lire et découvrir, là où l'éducation nationale, les brochures qu'elle va donner aux enseignants pour qu'ils puissent former leurs cours, faire leurs cours, noter leurs élèves, il y a une vingtaine ou une trentaine de points différents pour noter les élèves, et ces points-là n'incluent pas seulement les élèves les plus performants d'un point de vue sportif, mais ceux qui ont du respect pour autrui, des notions de partage, des notions de compréhension des activités mises en place, etc. Et tout ça, par rapport aux ambitions de l'UPS, d'attirer les gens vers les activités sportives, de les ouvrir à ça et toujours cette hygiène de vie. Le problème, c'est que les moyens alloués aux professeurs ou alloués à l'école en général ne permettent pas de juger les élèves que sur des points un peu conceptuels de respect, de partage. C'est des choses qui sont difficilement mesurables dans le contexte d'un cours de PS. Par conséquent, c'est toujours la performance physique, l'effort physique pur qui va globalement être le principal facteur noté, le principal facteur de notation. Par conséquent, étant le principal facteur de notation, ça va créer une discrimination, comme je l'ai expliqué auparavant, qui est morphologique. On n'a pas tous les mêmes gabarits, donc on ne sera pas du tout éligible aux mêmes notes, ce qui nous donne un barème qui ne sera pas valorisant pour beaucoup d'entre nous. Et puis le cours en lui-même va être vécu comme une contrainte. Parce qu'on nous demande de correspondre à ce barème-là, et que si on ne correspond pas, c'est une remise en question de notre corps ou de nos performances, ou on doit prendre sur nous constamment. Et pour mettre ça en lumière, il y a l'exemple de l'athlétisme, où la personne par exemple, la personne qui va faire 40 kg de plus que la moyenne de la classe, sait qu'elle ne pourra jamais atteindre le barème imposé pour faire un 100 mètres, pour faire un sprint, ou peu importe ce qui est demandé, mais elle ne pourra pas l'atteindre à cause juste du gabarit trop différent. À l'inverse, cette même personne qui a envie de s'impliquer, mais qui est mise en retrait par le barème, dans un autre équivalent de la course à pied, qui est la course d'orientation, va pouvoir faire appel à d'autres valeurs du sport et à d'autres valeurs à d'autres compétences personnelles pour que son corps ne soit plus une contrainte, mais qu'elle puisse découvrir, avancer à son rythme dans l'activité et surtout avec ses points forts, autres que juste être noté sur les performances pures d'un gabarit. On a un autre exemple, c'est le tennis. On a un grand terrain où deux personnes vont être menées à activement attraper la balle, se faire des passes. Ça va demander de l'endurance, être très vif, très réactif, une bonne vision. Là où au ping-pong, en prenant l'équivalent petit, modèle réduit du tennis, au tennis de table, du fait des dimensions beaucoup plus presque conviviales, on peut dire, on peut y installer d'autres activités qui amènent qui amènent un côté ludique, comme les tournantes au tennis de table, ou puis le fait de pouvoir jouer avec une personne à mobilité réduite, ce qu'on peut voir parfois dans quelqu'un de valide qui va jouer avec quelqu'un d'invalide parce que l'activité le permet. Donc c'est déjà beaucoup plus inclusif. Et on a aussi l'équivalent de la gymnastique, on a aussi l'exemple de la gymnastique où ces pyramides humaines qu'on tend à former, votre gabarit va fixer votre position sur cette pyramide. Donc si vous avez 3 semaines de gymnastique à faire en EPS, vous savez que pendant 3 semaines, si vous êtes trop lourd, vous serez toujours en bas, et si vous êtes trop fragile, trop faible, trop maigre, n'importe quoi, mais vous serez toujours en haut. Donc là aussi, ça crée une forme de pression ou de restriction par rapport à notre morphologie. Et en face, j'ai mis en comparaison la danse, où au contraire, la musique va rythmer les pas, la chorégraphie, mais chacun va pouvoir bouger à sa manière. Il n'y a plus cette pression, il y a tout un espace de liberté, et chacun va pouvoir l'occuper à son rythme. Et du coup, par rapport à tout ce que j'ai passé en revue, avec mon projet, en prenant tous les éléments cités, je me suis mis comme objectif de pouvoir
de fonctionner par l'implication de l'élève et pas non plus juste sa performance pure physique, travailler sur sa confiance en soi et la confiance en l'autre, avoir un élève proactif et qui n'est pas juste là à suivre de façon bête et méchante les ordres que donne le professeur, et avoir un projet ludique également, en promouvant des valeurs de partage, d'entraide, de tolérance et d'acceptation de soi et des autres. Et avec comme levier, qui fonctionne bien chez les adolescents, le jeu, la découverte, l'apprentissage et se responsabiliser au sens où tendre vers l'âge adulte, avoir des responsabilités. Par conséquent, dans le cadre de mon projet, comment être ludique, moi j'ai du coup pensé à détourner et créer des choses. Comment rendre l'élève proactif en lui laissant inventer, imaginer de nouvelles choses, et comment influer positivement la confiance de l'élève et la confiance qu'il a envers les autres, en misant sur l'inclusivité au maximum et le partage des expériences. Dans le cadre de ce projet, mes acteurs on a donc l'élève en rôle principal, c'est lui qui va créer, qui va organiser les activités, et sous couvert du professeur que j'ai mis en retrait car son rôle reste relativement inchangé. Par conséquent, la réponse que je souhaite offrir est à la fois tangible et numérique. Le support papier qui reste un support apprécié, un support fiable, un support simple, que tout le monde sait manier, et un support numérique pour donner une dimension, pour ajouter cette touche de ludique, cette touche pardon. Mince, j'ai perdu mon mot, désolé. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Et du coup, cette dualité entre tangible et numérique je la propose par un carnet pour accompagner l'élève lors de sa scolarité, ainsi qu'une sorte de petit pod qui serait un chronomètre très avancé, semblable peut-être à un Tamagotchi, et tout ça structuré par un programme fait pour l'année complète. Du coup, ce qu'offre ce programme, je l'ai divisé en trimestres, étant donné qu'au collège, la période de l'année fonctionne par trimestre, mais en réalité, le programme, lui, fonctionne par semestre. Et on a donc, en introduction de l'année, donc la découverte du nouveau programme de sport proposé, qui commence par un atelier de sport alternatif. Ce que j'appelle sport alternatif, c'est le fait de prendre le matériel existant dans l'enceinte de l'école, de prendre les sports qu'on connaît et d'en changer les règles, de changer l'utilité du matériel pour s'approprier le sport d'une façon différente. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'année, une fois que l'élève a appris à remettre en question ce qu'il connaît, à rebondir sur des règles, à en créer de nouvelles, il y a un atelier de sport créatif qui va lui permettre de créer de A à Z, de toute pièce, une nouvelle activité de son choix. Et de leur choix, pardon, parce que ça concerne la classe, c'est une activité en sport créatif, l'activité est pour toute la classe. Et du coup, ces deux ateliers se déroulent de la même façon. Une première entrée, un début initiatique, on découvre l'atelier, on découvre les enjeux, ce qu'on va y apprendre, ce qu'on va y faire. Il y a une partie créative, ensuite la partie application, et puis la partie valorisation, celle où on va mesurer ce qu'on a fait, on va prendre du recul dessus, on va se noter, voir sa progression. Voilà. Ça justement, je venais d'en parler, excusez-moi. Et par rapport au carnet, du coup le format du carnet, je n'ai pas choisi un format classique, j'ai pensé à un format carré avec un trou en haut à gauche dans lequel un anneau est inséré, ce qui donne une dimension beaucoup plus ludique au papier. On n'est plus restreint au même carnet qu'on a en histoire géo qu'en mathématiques. On part sur un autre format qui nous est inconnu et qui invite beaucoup plus au jeu, à la découverte, et qui, du fait de la grande volatilité des feuilles, permet de faire comprendre à l'élève que ce carnet, il peut en faire, c'est le sien, il en fait ce qu'il veut. Il est fait pour l'anneau, et l'anneau est fait pour qu'il puisse le traîner partout, s'il veut l'attacher sur lui, ou juste jouer avec. Voilà, au-delà de la dimension technique de lier les feuilles, l'anneau est très volontaire, la grande taille de l'anneau est très volontaire. Et par conséquent, et le fonctionnement du carnet, donc du coup il aborde
Il y a une partie du coup d'initiation, de découverte sur qu'est-ce qu'offre le programme de l'année, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce que le prof va nous apprendre, qu'est-ce que nous on va apprendre. Il y a également une partie, j'ai prévu une partie éducative, de découverte du corps, de choses liées au corps, de la sexualité. Ça sort un peu du sport, mais ça revient sur le thème de la confiance en soi et de la compréhension de l'évolution de notre corps dans cette période-là. Jugeant que c'est pas forcément opportun de demander à quelqu'un de se mettre à fond dans une activité sportive qui concerne directement le corps sans que cette personne ne connaisse vraiment l'outil principal de cette activité, qui est son corps. Et également, ce carnet est accompagné de tout un tas d'outils créatifs, comme ici par exemple une roue, celle qu'on voit ici, qui permet en la tournant d'aligner de façon aléatoire du coup un mode de fonctionnement, par exemple par équipe, solo, duo, ou du matériel, filet, trampoline, raquette, etc. Et de donner une contrainte pour créer une activité. Les élèves peuvent tourner les roues et se dire ok, avec ça on doit trouver un nouveau sport, on doit trouver une nouvelle activité. Voilà. Et ensuite on a du coup le compagnon numérique, que j'ai appelé comme ça à l'image du Tamagotchi qu'on doit surveiller, qu'on doit nourrir constamment, enfin voilà, on doit être discipliné pour le faire survivre. Ce petit outil numérique est basé sur le même modèle. Il va permettre d'accompagner l'élève durant toute l'année sur sa progression et de mesurer grâce à des capteurs, des accéléromètres, etc. De mesurer et de donner une immersion virtuelle à ce qu'il fait, à ses activités. Je vais y venir. Il y a tout d'abord une partie où l'élève va pouvoir y créer un profil avec un bonhomme à son image, enfin avec un humain à son image, et va pouvoir l'habiller. Et j'avais également pensé pour pouvoir lui ajouter des accessoires ou des vêtements, l'élève va devoir les dessiner dans le mouvement. C'est pas comme sur une Nintendo ou je ne sais quel autre exemple, où on passe, on choisit comment on veut habiller notre personnage. Là, c'est nous-mêmes, on s'empare du personnage. Je veux qu'il ait un t-shirt, donc avec mon pote, je vais bouger dans la pièce et essayer de dessiner un t-shirt. Ça se fait à l'aveugle, donc on peut s'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est pour mettre la personne en mouvement, ne pas la laisser inerte face à cet outil numérique, ne pas la laisser dans la procrastination ou l'inactivité. Et puis c'est également l'outil qui va, du coup, comme je disais, nous accompagner dans toutes les activités. Donc évidemment, je pensais à des chronomètres, podomètres, tout ce qu'il faut pour mesurer des distances, des efforts, mesurer la proximité avec d'autres joueurs, jouer avec les sons et les couleurs. Et du coup, par rapport au fonctionnement global, quand l'élève découvre ce projet-là, découvre en début d'année, le professeur va présenter le projet, l'atelier, pardon. Va présenter l'atelier, va ensuite montrer les produits dont vont se servir les élèves, va leur expliquer l'utilité de chaque produit, va leur faire comprendre que ce carnet et ce petit compagnon numérique, c'est le vôtre et que vous en faites ce que vous voulez. Il vous suivra durant tout le cours, un peu comme la calculatrice qu'on va avoir pendant tous les cours de mathématiques. Ces deux petits outils-là, il est conseillé de les avoir constamment, sinon on ne peut pas prendre entièrement part aux activités. Par conséquent, voilà. Et du coup, un des exemples de détournement possible de sports existants, on a tout à l'heure, je prenais la course à pied, qui est très discriminante vis-à-vis. C'est vraiment un sport où le gabarit est important. Un écart de gabarit fait que les notes peuvent changer du tout au tout. Du coup, je l'ai détourné d'une façon à proposer. Dans un temps imparti, l'élève doit dessiner quelque chose au sol, en 1 minute, en 30 secondes. Il va dessiner par exemple ici une maison, et donc le résultat et chacun y va à son rythme, vu que chacun a un gabarit différent. On n'est pas obligé de courir super vite, ou de cracher ses poumons. On y va à son rythme, on s'échauffe, on fait l'exercice, et à la fin il n'y a pas vraiment de gagnant, de perdant, de bon ou de moins bon, mais les élèves vont pouvoir comparer les dessins faits entre eux. Ok, pardon. Du coup, les bénéfices visés à court terme sont évidemment
le fait de... Là où en EPS, vous savez que quand vous arrivez en EPS, vous ne serez pas tranquille avec votre corps. On va vous contraindre, on va vous pousser dans vos retranchements, enfin on va vous demander de l'effort. Vous ne serez jamais tranquille avec votre corps. Et dans le pire des cas, en sortant du cours, du fait de ces discriminations et de ces violences un peu symboliques, vous pouvez sortir avec une image de vous dégradée. Mon projet se propose d'être le miroir opposé, où au pire des cas, on vous laisse tranquille avec votre corps et à votre rythme, et au mieux, vous sentirez une image de soi qui se sera construite, qui aura progressé par des activités qui auront détendu tout le monde, qui vous auront plu. Voilà. Et se libérer des contraintes également du fait que cet atelier se propose d'être une parenthèse dans la semaine, plus comme le moment où on va faire les 12 travaux. À l'inverse, ça va être le moment où on va pouvoir choisir ce qu'on veut faire, créer de la cohésion d'équipe, créer de la cohésion avec les camarades, faire fonctionner un peu son cerveau et son imagination pour essayer de trouver de nouvelles façons de se mouvoir, de nouvelles façons de jouer avec les ballons. Et image de soi préservée, je l'ai dit à l'instant. Et les bénéfices à plus long terme, c'est effectivement, évidemment, d'avoir appris par ces ateliers-là, on a appris qu'est-ce que c'est de penser une activité pour tout le monde, donc d'être inclusif, de ne plus faire une activité juste pour les gens athlétiques, sveltes ou peu importe. Et également, savoir détourner les choses existantes, remettre en question l'existant et pouvoir créer de nouvelles choses potentiellement, et puis peut-être dans les cousinades ou les retrouvailles familiales ou avec les amis, pouvoir proposer ces activités qu'on a apprises. Et également, par rapport à ce que je disais en introduction, le fait que le vécu des jeunes est quand même assez violent. Les discriminations vécues peuvent être très très impactantes. Beaucoup d'entre nous ont pu le vivre. Ce projet se propose d'être à l'opposé, avec, comme on nous laisse tranquille, comment dire, chacun vient avec sa personnalité, avec son corps comme il est. Il n'y a plus on ne montre plus du doigt, on ne pousse plus dans les retranchements des personnes qui ne peuvent pas y être mises. Enfin, voilà. Par conséquent, ça permet de ne pas avoir de mauvais souvenirs de cette période-là et de ne pas avancer dans la vie avec un bagage lourd vis-à-vis du corps. Et par rapport aux différentes possibilités d'adaptation, il y a évidemment en premier lieu le lycée, en changeant un peu les jeux de couleurs ou peut-être la forme ou certaines identités visuelles pour faire un peu plus adulte. On peut s'adapter au lycée. Également en team building, pouvoir, là aussi en adaptant l'ensemble, pouvoir proposer des moments pour les entreprises, pour les écoles, les grandes écoles, je veux dire, autour d'activités sportives détournées ou créées de toutes pièces. Et également un équivalent, une possibilité d'adaptation sous forme peut-être de jeux de société, d'applications, mais tout du moins de jeux beaucoup plus personnels qu'on aurait avec soi, qu'on pourrait proposer à ses amis. Et me voilà. Merci à tous. Et je remercie énormément mes référents et mon directeur de m'avoir porté jusqu'au bout. et Lina ici présente et Antoine aussi. Merci Arthur. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ça va arriver. Ouais. Moi, je peux commencer s'il faut. Ouais. Vas-y. Je voulais savoir si le professeur pouvait diriger le pod pour dire dans quel type d'exercice il peut aller. J'appelle ça un pod, mais... Oui, j'avais trouvé le nom de compagnon numérique, ayant fait les choses très vite. C'est bien français. Voilà, mais potentiellement oui, en fait, il y a des dimensions de mon projet que j'aurais voulu pousser beaucoup plus loin si j'avais réussi à saisir tout le temps que j'avais pour développer ce projet. Donc je ne saurais pas répondre avec précision avec cette question puisque je ne m'y suis pas attaqué de plein front, mais oui, c'est une possibilité ouverte de pouvoir créer une cohésion par rapport aux élèves et aux professeurs, de ne pas le mettre à part. Le but étant quand même que tout le monde aille de l'avant, d'apprendre à se connaître, de partager de l'expérience, et non pas de laisser des gens dans leur coin ou de laisser des gens en mode tyran. Par exemple des thèmes extérieurs, intérieurs. Tout à l'heure tu parlais de la gym, ou de manière à ce que le sport soit dirigé par rapport à un groupe et que ce soit un groupe qui soit dans la même zone. Ouais, c'est ça que je voulais dire.
Après, il y a une question qui me taraude aussi, c'est est-ce que tous les élèves en auront un? Et est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes de petits conflits de groupe? C'est-à-dire des problèmes de conflit? S'ils ont chacun leur appareil, ça donne des exercices différents. J'essaie de comprendre. Ah, pardon, c'est une dimension que j'ai mal exprimée. C'est peut-être moi qui m'a compris. Non, c'est... En fait, ça rebondit un peu sur la question d'avant. C'est que oui, le prof a un rôle de diriger le cours et d'amener les élèves à faire telle ou telle activité. Ouais. Après, j'ai pas pensé le rôle du prof forcément tout au bout dans le côté virtuel de ce petit pod, mais en tout cas, oui, il chapeaute le cours, comme à son habitude. Par conséquent, il va unifier les activités, ou du moins, même s'il y a différentes activités, il va unifier les groupes. Et donc non, il n'y a pas... J'avais pensé à ça dans un autre contexte, c'est que dans le cadre du cours, on va tous suivre avec son groupe ou avec l'intégralité de la classe un certain nombre d'activités à faire, on va pouvoir proposer, etc. Mais pour le côté plus individuel, où chacun peut faire ça dans son coin, moi j'imaginais ça dans la cour de récréation, où les élèves gardant leur objet avec eux, si jamais projetant ce projet dans la réalité, si ça prenait bien, si les élèves étaient vraiment enjoués, ils pourraient... Tout comme en primaire, on va jouer systématiquement aux billes, à la toupie, au collège, au foot, enfin voilà. Donc pourquoi pas laisser place à de nouvelles activités plus individuelles pendant la récréation. Oui, c'est vrai que moi je voyais que pour le EPS, mais avec la récréation. C'est une dimension que je n'ai pas abordée, mais auquel j'avais pensé, c'était également pour essayer d'encourager par rapport au côté hygiène de vie et côté bien-être, c'est que, imaginant des capteurs dans ce petit pod, on puisse prendre conscience de nos mouvements sur toute la journée et pas juste dans le cours, et m'inspirant de certains projets que Damien m'a fait découvrir, de pouvoir mettre en couleur, mettre en lumière, mettre en musique tous les mouvements effectués dans la journée, et peut-être de pouvoir les comparer, là aussi, pas dans une optique de savoir qui est le meilleur ou qui est le moins bon ou qui a le moins bougé de la journée, mais juste dire oh, regarde, ça a formé une superbe image. Enfin, de pouvoir se comparer sur des choses où on ne peut pas vraiment se tirer dans les pattes, pour être sûr de toujours aller de l'avant. Voilà. Est-ce que tu as fait pencher pour un pod plus qu'une appli mobile, par exemple? En fait, à la toute base, c'est tout comme j'avais choisi l'école en voulant être le plus inclusif possible, l'école étant universelle, sur cette cible-là, je chope un maximum de personnes. Je me suis posé la question pour le smartphone. Et en fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas 100% des collégiens qui ont un téléphone. Ils doivent être je ne me souviens plus de la statistique exactement, mais c'est à peu près 85%, je crois, qui ont un smartphone. Et peut-être 5 ou 10% qui ont un téléphone lambda, enfin qui n'ont pas de fonction avancée. Et donc, il y a une petite part des collégiens qui n'ont juste pas de téléphone, donc ils seraient dépendants de ça, en fait. Ils ne pourraient pas l'avoir. Et le deuxième problème, qui est beaucoup plus terre à terre, c'est que comme on est dans une activité de mouvement, où on peut tomber, se mettre dans la boue, aller à la piscine, ou je ne sais pas, le téléphone ne peut pas nous suivre partout. Si on fait de la course d'orientation et qu'il tombe dans la forêt, c'est un peu embêtant. Et j'avais pensé le pod comme quelque chose d'extrêmement polyvalent, d'étanche. Je ne l'ai pas exprimé, mais je veux dire, c'était dans mes recherches. Par conséquent, les moments de natation à l'EPS, dans cet atelier-là, on pourrait l'avoir avec nous si jamais... Mais ce n'est pas le cas du téléphone. Donc c'est ce qui m'a amené à vouloir créer un produit dédié. Voilà, pour mettre tout le monde sur un Qui finance dans ce cas? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est les parents? J'ai pas réfléchi à ça. Je sais qu'il faut avoir un business plan, etc. Mais je me suis projeté en enlevant cette contrainte-là. Ok. J'en profite. Ah oui, mince, pardon. Ouais. Je me posais la question pour rebondir sur ce que tu disais. S'ils ne font pas tous la même activité, comment on les évalue à la fin? Justement, c'est plus vraiment une histoire de barème, comment dire. En EPS, sur une année complète, la progression, ça va être, on est noté pour être sûr en fait qu'on fasse le cours. C'est la manière la plus simple de vraiment voir que les élèves s'impliquent dans le cours. Mais comme j'ai dit, les différences de gabarit font qu'on a beau s'impliquer à 100%, on n'a pas tous droit à la même notation. Et du coup, le but sur toute une année, c'est d'avoir une certaine progression physique ou une progression dans l'hygiène de vie. Moi, ma progression, je ne la visualisais pas comme ça.
enfin pour ce projet-là, j'imaginais qu'au lieu de se dire, mince, le mois dernier j'ai fait, je dis n'importe quoi, 20 secondes au 100 mètres, ce mois-ci je vais faire 17 secondes, je voyais plus une progression d'un ordre un peu plus conceptuel. L'année dernière, je me suis vraiment embêté pendant le sport, j'étais sous contrainte, on se moquait de moi, ou peu importe ce qu'on peut dire, mais voilà, c'était pas un moment plaisant. Et moi, je veux que cette année, je m'amuse, je veux rencontrer des amis. En fait, je veux que ce moment sportif réinterprété soit non pas un socle pour la performance physique, mais pour ce côté social d'entraide, de tolérance. Enfin, voilà. Okay. Je ne sais pas si je me suis perdu dans la question, pardon. J'ai l'impression d'avoir compris, donc ça pas plus. Donc, ce qu'on doit imaginer, c'est que potentiellement, c'est une matière qui se transforme et qui n'est plus évaluée comme les autres matières à l'école. Oui, voilà, qui est notée d'une manière différente. Enfin, du coup, tout le monde étant à son rythme dans cet atelier sportif, c'est inutile de noter plus la performance, mais par contre, on peut noter des choses qui, globalement, tiennent juste peut-être de la bonne foi, ou voilà, c'est l'implication d'un élève. Est-ce qu'il respecte son prochain? Est-ce qu'il partage ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste constamment dans son coin? Ou est-ce qu'il vient? Si c'est un élève qui est hyper allergique au sport, est-ce qu'au moins il veut bien participer à des exercices pour faire de l'étirement ou des exercices de création? Si lui ne veut pas courir, il peut aider à penser à de nouvelles règles. Donc on peut envisager une notation sur des critères de ce genre-là. Moi, ça me fait beaucoup penser au travail que peut faire un éducateur sportif spécialisé, ou psychomotricien, psychomotricienne par exemple, où il y a vraiment un travail sur l'appropriation du corps et réussir à réapproprier son corps par rapport à un choc ou une rupture. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu rechercher en termes de benchmark? Alors, moi, de vécu personnel, j'ai connu un peu ces choses-là. Ayant fait quelques cabrioles quand j'étais plus jeune. Mais du coup, j'avais pas foncièrement ça en tête durant le projet, mais ça a dû me marquer quelque part, parce que j'avance. Enfin, c'est ces moments-là de ma vie qui m'ont amené à vraiment me poser des questions aussi loin dans le corps, par rapport au corps. Mais du coup, non, j'ai pas étudié ça frontalement. Mais je pense que, de mon vécu, je pense que ça a dû m'influer avec du recul, je pense. Moi, j'avais une question par rapport à, justement, aux profs de sport, tout simplement. Est-ce que tu en as rencontré? Est-ce que tu as pu échanger Du tout, non. J'ai échangé avec des jeunes, avec Lina derrière moi qui était parmi les jeunes adultes interrogés. Non, je suis pas allé enquêter auprès de professeurs directement. Parce que c'est vrai qu'en fait, moi, là où je m'interroge, c'est que ça repose beaucoup, en fait, les discriminations ou les sentiments d'exclusion ou d'inconfort que tu décris existent aussi dans d'autres matières, et je pense que ça dépend beaucoup des profils et des capacités de chacun, mais ça repose beaucoup aussi sur qui anime et encadre l'activité, puisque je pense qu'on a tous connu des profs plus ou moins investis et attentifs à tous. Et du coup, moi je m'interrogeais sur en quoi la roue va permettre en fait d'éviter que certains se sentent exclus. Ça rejoint un peu la question de qui est équipé en fait avec tout ça. Parce que je me projette en fait dans une cour de récré, même au moment de la pause. Voilà, les ados, ça marche aussi par groupe, par un peu influent, qui est plus influent, le plus à l'aise pour communiquer, pour imposer des idées. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on va pas retrouver un peu le même genre de discrimination? Je sais pas comment, peut-être dans les échanges que tu as eu avec les ados, tu as eu des... Pour anticiper ce problème-là, j'avais essayé d'envisager une solution qui se proposait être la suivante. C'est que du coup, quand l'élève récupère son petit compagnon numérique, il peut y entrer son profil. Et c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé, mais son profil n'est pas que visuel, c'est pas juste un bonhomme qui peut animer juste pour s'y retrouver dans son univers numérique. C'est également des données techniques, en répondant à une série de questions et en déterminant ses besoins, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas faire, ses hobbies. En déterminant un profil de cette façon-là, on peut associer l'élève à certains univers sportifs ou de valeurs. Et par conséquent, quand on compose des équipes, dans les jeux à plusieurs, au lieu de composer des équipes par affinité, c'est mon pote, ou lui c'est le plus fort donc je le veux. Après ça crée quand même des équipes équilibrées à la fin puisque tout se fait c'est pyramidal, mais le problème c'est que c'est c'est très mal vécu.
Et du coup, je me proposais avec ce pote que ce soit lui qui organise des équipes. Ça dépendrait des ateliers, enfin des activités. Mais sur certaines activités, c'est lui qui va dire ok, toi tu es plutôt du genre créatif, donc tu vas être peut-être du côté de l'arbitre ou du côté organisateur. Toi tu cours vraiment comme un dératé, t'adores ça, donc on va te mettre, on va te donner ce rôle-là, ou alors tu vas aider celui-là à apprendre à faire ça. Enfin, je pensais à quelque chose comme ça, que je n'ai pas développé, que je n'ai pas exprimé, mais c'était dans mes bagages pour essayer justement d'éviter ces lacunes. D'accord.